Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur le parcours vraiment impressionnant d'une personnalité clé de l'économie marocaine, Abdellatif Jouari. Bonjour, oui, un parcours fascinant parce qu'il couvre plus de 60 ans d'histoire économique et financière du pays. Exactement. On a consulté pas mal de documentation pour retracer son itinéraire depuis ses tout débuts jusqu'à aujourd'hui. Et c'est une façon en fait de lire l'évolution du Maroc en filigrane. C'est tout à fait ça. L'idée, c'est de voir comment son cheminement personnel croise les grandes étapes du pays. On va naviguer entre la banque centrale, le gouvernement, le secteur privé. Une vraie plongée dans les coulisses de la haute administration économique marocaine. Alors comment est-ce qu'on passe de jeune juriste à Fès à devenir cette figure incontournable? Commençons par le début peut-être. Il est né à Fès en 1939. C'est ça. Et petit détail intéressant, son père était mouassib. C'était une fonction importante à l'époque, un peu le régulateur des marchés de la ville. Ah oui, intéressant comme héritage familial quelque part. Bon, après des études de droit à Rabat, il entre à Banque Al-Madrib. Très tôt d'ailleurs, en 1962. Oui, 1962, c'est vraiment les débuts de la Banque centrale marocaine moderne. Elle avait été créée 3 ans plus tôt en remplacement de l'ancienne Banque d'État. Donc, arrivé à ce moment-là, C'est participer à la construction en fait. exactement. Participer à la mise en place des structures, des métiers, dans un Maroc qui vient juste d'être indépendant. Son parcours au début, il est très méthodique. Stage classique à Casablanca pour apprendre sur le tas. Et il ne traîne pas apparent. Succès au concours de l'inspection, ce qui le met sous l'aile d'un certain Mohamed Bouarfa, c'est ça? Oui, qui était directeur central à l'époque. Et puis, un moment important arrive en 1969. Ah oui, Suite à la première loi bancaire de 67, on crée un nouveau service dédié aux banques à Banque Al-Marib. Et c'est lui qui en prend la tête. C'est déjà un poste clé dans la supervision qui se met en place. et ça continue de monter, hein. Ce service devient une direction en 71, il reste aux commandes, et puis 1974, nouvelle étape. Oui, là, il est nommé par le vice-gouverneur Benani à la tête de la direction du crédit. Il faut bien voir qu'à l'époque, cette direction, c'était un peu la direction reine de la Banque centrale, hein. La direction reine. C'est-à-dire? C'est elle qui pilotait la politique de crédit, qui était très, très interventionniste à cette période, donc un levier majeur sur l'économie. D'accord. Donc, en gros, en une douzaine d'années, il a gravi tous les échelons importants de la banque. Il connaît la machine de l'intérieur, quoi. C'est exactement ça. Une formation interne hyper solide, il a vu naître la politique monétaire et la supervision bancaire du Maroc indépendant, et ça va être crucial pour la suite. Justement, la suite. C'est un virage. En 78, après 16 ans à Banque Al-Maghrib, il quitte la banque pour le gouvernement. Un ministre technicien, dit-on, proche du palais. Pourquoi ce changement, à votre avis? Ben, D'après ce qu'on comprend, ses compétences techniques, sa connaissance des rouages étaient recherchées au plus haut niveau. Il devient d'abord ministre délégué chargé d'un dossier précis, la réforme des entreprises publiques. Un sujet toujours chaud. Il proposait quoi, déjà, à la fin des années 70? C'est intéressant parce qu'on voit déjà une approche assez pragmatique. Il parlait de donner plus d'autonomie à ces entreprises, de passer par des contrats de développement avec l'État. Il s'inspirait un peu de ce qui se faisait ailleurs, comme le rapport Nora en France. L'idée, c'était de les rendre plus performantes, quoi. Une vision assez moderne pour l'époque, peut-être. Et ce passage au gouvernement va s'intensifier quelques années plus tard, n'est-ce pas? Oui, en 81, il est rappelé. Mais là, c'est pour un poste de premier plan. Et dans un contexte très tendu. On est juste après les émeutes de juin 81, les émeutes de la vie chère. Et il prend le portefeuille des Finances. Ministre des Finances de 81 à 86. Ça, c'est une période noire pour l'économie marocaine, non? Ah oui, absolument. C'est la pleine prise des finances extérieures. Le Maroc est étranglé par la dette, les déséquilibres sont énormes, et c'est lui qui va devoir gérer ça, négocier. On pense tout de suite au fameux PAS, le plan d'ajustement structurel. Pour ceux qui ne connaissent pas bien, ça voulait dire quoi concrètement? Le PAS, c'était un ensemble de réformes économiques, souvent très dures, qu'il fallait mettre en place pour obtenir l'aide du FMI et de la Banque mondiale. Ça impliquait de réduire les déficits, maîtriser l'inflation, mais aussi de commencer à libéraliser l'économie, restructurer. C'était un énorme chantier, et lui, comme ministre des Finances, il était en première ligne pour négocier et appliquer tout ça. Gérer la crise, négocier avec le FMI, faire passer des réformes impopulaires, ça a dû être une expérience intense. Intense, c'est le mot. Les documents insistent sur son rôle central dans ces négociations, dans la gestion au jour le jour de cette crise majeure.
On note aussi qu'il s'attaquait déjà à l'époque à l'évasion fiscale pour essayer de redonner un peu d'air aux finances de l'État. Une vraie formation par le feu ces années-là. Et après 5 ans à ce poste hyper exposé, en 86, nouveau virage. Il quitte le ministère et il passe au secteur bancaire commercial. Il prend la tête de la BMCE. Ça aussi, c'est un changement intéressant. Oui, c'est une autre étape clé. Il devient PDG de la BMCE, la Banque marocaine du commerce extérieur. Faut se rappeler que la BMCE, c'était pas n'importe quelle banque, une grosse banque publique créée en 59, très axée sur le commerce international au départ, et son arrivée va coïncider avec une vraie transformation. Ah oui, qu'est-ce qu'il change à la BMCE? Plusieurs choses importantes. D'abord, il la réoriente. D'une banque spécialisée, il en fait une banque universelle, beaucoup plus large dans ses activités. Ensuite, il lance une grosse réforme interne, sur les ressources humaines notamment, pour moderniser. Et il y a un autre dossier majeur à cette époque. Exactement. Il prépare activement la BMCE à sa privatisation qui aura lieu en 95. C'était dans le mouvement général de libéralisation de l'économie marocaine et il a été un des acteurs clés de cette transition pour une des plus grandes banques du pays. Donc là, il acquiert une autre perspective. Il passe de celui qui pense la macroéconomie et la régulation à celui qui gère une entreprise bancaire au quotidien face au marché en pleine mutation. C'est tout à fait ça. Ça lui donne une compréhension très fine de la réalité du terrain bancaire, des enjeux de concurrence, de la gestion des risques au niveau micro. Il est vraiment à la croisée du public, par l'histoire de la banque, et du privé, par la gestion et la privatisation. Ça complète son profil de manière assez unique. Et après cette expérience à la BMCE, eh bien, retour aux sources. Mais cette fois par la grande porte. Avril 2003, il est nommé wali, donc gouverneur de Banque Al Maghrib par le roi Mohamed VI. La boucle est bouclée en quelque sorte. Une nomination que les textes qualifient de décisive. On est dans un contexte où le Maroc lance de grands chantiers de réforme. Et puis l'environnement international change très vite aussi. La mondialisation financière s'accélère. Et c'est là qu'on comprend mieux pourquoi son profil, avec toutes ses expériences accumulées, est apparu pertinent à ce moment-là. Oui, c'est exactement ça, son parcours complet, le banquier central formé à l'intérieur, le ministre qui a géré la crise et les négociations internationales, le patron de banque qui a mené une transformation et une privatisation, tout ça c'est vu comme un atout majeur. Il arrive à la tête de Banque Al Maghrib au moment où l'institution elle-même est prête pour une modernisation en profondeur. On parle d'une véritable révolution managériale à Banque Al Maghreb dans les années 2000. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire transformer la banque centrale pour la rendre plus efficace, plus transparente, mieux gouvernée selon les standards internationaux, moderniser les processus, adopter de nouveaux cadres pour la politique monétaire, renforcer la supervision, communiquer différemment. Il s'agissait d'adapter la banque aux défis d'une économie marocaine qui s'ouvre, qui devient plus complexe et qui vise un statut d'émergent. C'est assez fou quand on y pense, hein. L'homme qui a connu les débuts de la banque dans les années 60, dans un Maroc en plein développement, est celui qui pilote sa mue pour accompagner le Maroc du XXIe siècle qui se veut émergent. D'ailleurs, il a co-signé la déclaration de Marrakech avec la ministre des Finances et les patrons de la Banque mondiale et du FMI. Elle disait quoi, cette déclaration en substance? Elle insistait sur l'urgence de la coopération internationale face aux grands défis mondiaux. Climat, pauvreté, énergie, dette, tensions géopolitiques. Ça montre bien que Banque Al Maghreb, sous sa direction, se positionne comme un acteur qui participe aux grands débats économiques mondiaux. Et au quotidien, c'est quoi les grandes missions qu'il supervise en tant que wali? Il préside les organes clés comme le Conseil de la banque qui décide par exemple du taux directeur. Les missions fondamentales restent là. La politique monétaire, on a vu les hausses de taux en 2023 pour lutter contre l'inflation, la supervision de tout le secteur bancaire qui est devenu très diversifié d'ailleurs, et bien sûr veiller à la stabilité financière du pays. Mais le job d'un gouverneur de banque centrale aujourd'hui, c'est plus large que ça, non? Ah oui, beaucoup plus large. Banque Al Maghrib s'est énormément investie sous sa houlette dans l'inclusion financière, par exemple, rendre les services bancaires accessibles à plus de monde. Elle doit aussi accompagner et réguler toute la digitalisation des services financiers. C'est un enjeu énorme. Et puis, il y a les nouvelles préoccupations, comme le changement climatique. Le changement climatique. Comment une banque centrale s'occupe de ça? De plusieurs façons, en analysant l'impact économique du climat, en intégrant ces risques dans la surveillance des banques, est-ce que les prêts qu'elles accordent sont exposés aux risques climatiques, en promouvant la finance verte,
Banque Al Maghrib est d'ailleurs très active dans les réseaux internationaux sur ce sujet, comme le NGFS. Et puis il y a tout le travail sur la modernisation des paiements, le virement instantané, la protection des clients. C'est très vaste. Bon, quand on récapitule tout ça, c'est une carrière d'une densité, d'une longévité assez incroyable. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça finalement? Quel sens ça a? On y lit la construction post-indépendance, la gestion de la crise des années 80 et de l'ajustement structurel, puis la libéralisation, la modernisation financière des années 90 et 2000, et enfin cette affirmation d'une économie émergente dans la mondialisation. C'est un peu comme si sa carrière était un miroir de l'évolution du pays et du rôle même du banquier central. On est loin de l'image un peu technique et austère qu'on pouvait en avoir. Peut-être. Exactement. Le parcours de Rouédéry illustre parfaitement cette évolution. D'un rôle sans doute plus technique au départ, centré sur la monnaie, le crédit, on passe à celui d'un stratège économique et financier global. Quelqu'un qui doit jongler en permanence entre les objectifs nationaux, la stabilité macroéconomique et un environnement international qui bouge tout le temps. Et cette capacité à jongler, elle vient sans doute de cette expérience unique qu'il a eue, banquier central, ministre en pleine crise, patron de banque. C'est indéniable. Cette diversité de postes lui donne une compréhension à 360 degrés des mécanismes économiques et financiers. Il a vu les choses du côté du décideur public, du régulateur, mais aussi de l'opérateur privé sur le marché. C'est sûrement ça, la clé de sa longévité et de son influence. Donc, au final, en explorant sa biographie, on fait bien plus que raconter une histoire personnelle. On utilise sa carrière comme une sorte de prisme pour comprendre une bonne partie de l'histoire économique du Maroc. Absolument. C'est un fil conducteur passionnant à travers plus d'un demi-siècle. Et ça nous amène, peut-être pour conclure, à une question un peu plus large. Quel est l'impact, au fond, de ces carrières si longues, si diversifiées, au sommet des institutions? Comment cette accumulation d'expérience, cette mémoire institutionnelle incarnée par une personne, façonne la capacité d'un pays à traverser les crises, à s'adapter, à choisir sa voie? C'est une excellente question qui dépasse le cadre de notre discussion d'aujourd'hui, mais qui mérite vraiment d'être posée. Comment cette expérience accumulée construit la résilience d'une économie? Voilà de quoi réfléchir. Merci beaucoup pour cette analyse très éclairante. Merci à vous.